Bonsoir. On est heureux de recevoir le tandem de partenariat québécois dans le cadre de ce webinaire mensuel de restitution de résultats de recherche. Et là, bon, c'est de la recherche-formation, recherche d'années d'implication dans le partenariat à l'Université de Montréal, qui va nous présenter. Je vous laisse lancer votre présentation après avoir suivi des échanges. Je vous laisse la parole. Ben, merci beaucoup. Merci, Luigi. Puis merci pour cette opportunité de présenter à ton groupe. On est très contente, on est très contente d'être là. On va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Annie Descoteaux. Je suis patiente partenaire à la Faculté de médecine depuis 2014 et j'ai eu le grand bonheur de côtoyer Luigi pendant plusieurs années, durant tes années à Montréal, Luigi, et de qui j'ai beaucoup appris d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis co-directrice du bureau du patient partenaire et je co-dirige aussi le curriculum d'enseignement des pratiques collaboratives. Et avec Marie-Pierre qui va se présenter, on fait beaucoup d'exploration, on essaye beaucoup de choses et on a mis des choses en place dont on va vous parler aujourd'hui. Mais avant, je vais te laisser te présenter, Marie-Pierre. Oui, donc Marie-Pierre Coty, je suis à la base médecin de famille et puis après ma formation de médecin de famille, j'ai fait une troisième année complémentaire qui m'a permis de faire ma maîtrise en pédagogie des sciences de la santé, ce qui m'a permis de joindre l'équipe du bureau du patient partenaire de l'Université de Montréal et du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, moment où j'ai rencontré moi aussi Luigi, qui a été un grand mentor. Et ensuite, avec les années, je me continue à m'impliquer. Alors, je suis devenue chercheur en pédagogie au Centre de recherche en pédagogie de la Faculté de médecine, toujours avec un peu les questions de l'enseignement du partenariat, comment on enseigne le partenariat et les pratiques collaboratives. Et puis, depuis 2 ans, je suis coprésidente avec Annie de ce qu'on appelle, nous, les cours CSS, donc les cours sur la collaboration et le partenariat patient. Et je dois vous dire que on est un duo, mais on est un duo et demi parce que j'ai mon bébé aussi. Je suis techniquement en congé de maternité, donc j'ai le bébé avec moi qui se joindra plus ou moins à la présentation. Donc Annie est prête à... On est habitués, là, voilà, elle s'appelle Sarah. Et voilà. Merci Marie-Pierre. On va vous présenter donc l'article qu'on a coécrit avec quelques autres collègues et on va décrire un peu les innovations qu'on a faites, donc l'objectif de l'article, le modèle qu'on a utilisé. On va cartographier un peu les activités pédagogiques dans lesquelles on implique des patients partenaires et puis on va discuter des enjeux, des facteurs de succès, puis on va se garder du temps de discussion avec vous pour dialoguer et répondre aux questions. D'abord, merci beaucoup, Luigi, de nous avoir donné l'opportunité de publier dans ta revue le partenariat de soins avec les patients. Et le titre de l'article qu'on a publié s'appelle Enseigner la médecine avec les patients comme partenaires, cartographie de l'implication des patients dans un programme de résidence en médecine de famille. Et pour écrire cet article-là, c'est Marie-Pierre qui était l'autrice principale. Bon, on avait quelques collaborateurs, dont une ergothérapeute, Tania Riendo. Moi, j'ai collaboré. On avait une médecin de l'Université de Sherbrooke qui a collaboré aussi. Une psychologue qui est Marie Leclerc, qui travaille beaucoup en GMF avec Marie-Pierre. Géraldine, qui est aussi médecin de famille en GMF, un groupe de médecine de famille. Et Philippe Carazivan, qui était aussi mon ancien collègue et co-directeur du bureau du patient partenaire à la faculté de médecine. Marie-Pierre, tu rajoutes au passage, là, si j'oublie des éléments. Oui, juste mentionner aussi que Tania Riendo, c'est la directrice du programme de médecine de famille chez nous à l'Université de Montréal. Petite précision. Ah oui, mais oui, excuse-moi parce que je pense que je l'ai On mal. a d'autres, on a plusieurs Tania, On a plusieurs très Tania. populaires comme nom chez nous. Alors, pourquoi le partenariat patient en résidence, au programme de résidence, pourquoi on veut en parler? C'est parce que le contexte qu'on a, c'est la croissance, d'abord la croissance du partenariat patient en pédagogie médicale. Tout le monde augmente un peu l'implication des patients dans les différentes facultés au Canada, au Québec et ailleurs.
L'importance, elle est reconnue d'impliquer des patients dès la formation des médecins. Puis on n'a pas tant d'exemples qui sont détaillés au niveau de la résidence et au niveau postdoctoral. Donc, comment on va se questionner sur comment on intègre concrètement des patients partenaires dans un programme de résidence. Peut-être juste ajouter rapidement, dans le fond, c'est que ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a de la pression de plus en plus sur les institutions d'enseignement pour avoir des patients. Mais après ça, les gens sont un peu pris avec cette norme-là, puis ils ne savent pas tant comment le faire ou ont des enjeux systémiques. Tu sais, les facultés veulent pas rémunérer les patients. Donc là, comment on fait? Après ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets pilotes. Et là, après ça, des projets pilotes, quand on veut publier, on veut en parler, ben c'est toujours ah ben ça donne quoi? C'est quoi vos données de recherche? Mais là, ça amène d'autres complications. Tu sais, c'est un patient, un petit projet. Donc, on se frappe à beaucoup d'enjeux quand même pour quelque chose qu'on sent qui est un mouvement que de plus en plus euh, qui pousse de plus en plus fort en fait. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de vouloir en parler et de vouloir parler du programme donc de médecine de famille de l'UDM où chez nous en tout cas c'est l'endroit où il y a le plus d'implication de patients. Et donc, je veux juste vous parler peut-être un peu excusez-moi, vous entendre un petit dinosaure en pas là, qui grogne. C'est quoi la médecine de famille? Donc, nous, c'est après la formation pour le titre de MD, on peut se spécialiser en résidence. Je pense que vous êtes... En tout cas, si jamais c'est pas clair, vous nous direz. Et en médecine de famille, nous, c'est le plus gros programme de résidence qu'on a. Donc, ça représente à peu près 350 résidents. Donc, on parle de 2 ans de formation. Donc, on a des résidents de première année, des résidents de deuxième année, à peu près 160 résidents par année. Et comment nous on fonctionne, c'est qu'il y a un cursus commun, mais les résidents vont être dispersés à travers la province à l'intérieur de ce qu'on appelle des cliniques universitaires de médecine de famille. Donc, ils vont être affiliés à un milieu de formation où ils vont voir leurs patients, avoir vraiment comme un peu le rôle du médecin de famille. Et à l'intérieur de ce petit microcosme, qui va comprendre à peu près 12 à 24 résidents par endroit, ben, ils auront des particularités locales sous un grand programme commun de médecine de famille. La formation est surtout basée, c'est surtout de la clinique, là, moins de théorie, plus de pratique. Et nous, on va vous parler de l'implication de patients à différents niveaux chez nous. Et notre programme a été reconnu par le CMFC et le CMQ, le Collège des médecins du Québec, comme pratique exemplaire en termes d'implication des patients partenaires. Donc ça, c'est pour vous donner un peu un exemple. Donc on s'est dit, ben, on essaie de parler de ce petit projet pour se rendre compte finalement que ça valait plutôt la peine d'essayer de commencer à parler d'une cartographie de ce qui se faisait à un niveau, avoir un regard un peu plus systémique. Donc, de prendre un pas de recul pour essayer de décrire dans un premier temps ce qui se passait. Donc, c'est pas un article de recherche qu'on vous présente avec des données d'évaluation, tout, parce que oui, on est en train de le faire, mais quand on est dans des mouvements aussi d'innovation, beaucoup de relativement nouveautés quand même si ça fait quand même plusieurs années que ça se passe, première étape, c'est un peu de nommer, un peu d'essayer de décrire ce qui se passe. Donc voilà un peu l'objectif de l'article à travers ça. Ensuite, le modèle conceptuel, on est évidemment inspiré du modèle de Montréal que vous connaissez bien, qui est basé sur la reconnaissance des savoirs, la co-construction, un partage de leadership pédagogique et on parle beaucoup plus maintenant aussi de responsabilité sociale. On voit le partenariat patient comme étant une responsabilité sociale, puis on demande beaucoup aux facultés de médecine de mettre en place des éléments qui nous permettent de dire que la faculté est socialement responsable. Et dans la littérature, on voit beaucoup que la présence de patients est importante. C'est important de commencer précocement la co-construction, de le faire en amont, dès les premiers pas, de faire de la co-animation pédagogique, puis aussi d'avoir des patients dans les espaces de prise de décision. Donc, pas juste de façon esthétique, mais bien au cœur du programme. Ça, c'est tiré en fait d'un chapitre de livre qui sera publié au mois de juillet, au début du mois de juillet, dans le livre Marie-Pierre, j'ai un blanc de mémoire. Patient as Educator.
Patient as Educator. Ça va sortir donc la 7e édition du Patient as Educator et qui décrit les différents niveaux d'engagement des patients en pédagogie. Et juste pour les renommer, là, pour justement situer comment les patients s'impliquent, il y a l'écriture de scénarios de cas qui sont des fois écrits par, pas des patients, par d'autres personnes, mais des scénarios. On a des patients standardisés qui sont des patients, soit des patients volontaires ou des comédiens. On a des patients qui vont faire du témoignage, qui viennent présenter leur trajectoire, qui témoignent. Après ça, dans un niveau plus élevé, niveau 4, patients formateurs ou évaluateurs, c'est l'exemple qu'on a des cours, de nos cours CSS où on va impliquer des patients dans la livraison spécifique de contenu pédagogique. Et dans les deux derniers niveaux, 5 et 6, patients partenaires dans l'enseignement et dans des curriculums, ce sont les patients qui vont réfléchir ensemble à la construction de curriculum, la co-construction de contenu pédagogique et ensuite au niveau institutionnel, donc dans la gouvernance académique d'une institution. Tu peux me permettre aussi, Annie, ici? L'objectif aussi, ben, pour nous, ça va aider évidemment pour la suite de l'article à un peu savoir de quoi on parle parce que on se rend compte, ben, je sais pas si c'est le cas chez vous, mais tout le monde utilise le terme patient partenaire, patient formateur, mais quand on se creuse un petit peu plus, c'est très, très, très diversifié comme type d'implication. Donc, il y a comme un besoin, encore une fois, de clarifier, de nommer. Même chose pour les savoirs patients, on va dire les savoirs patients, mais après ça, tu sais, il y a vraiment tout un champ qui commence à se développer depuis les dernières années pour réussir à nommer, à préciser la pensée. Donc, euh, donc, c'est de ça qu'on va parler pour essayer de clarifier quand on dit patient partenaire. Dans la pédagogie, on parle de quoi, là, et on parle de quel niveau? Alors, le bureau du patient partenaire qui a changé de nom au fil du temps, là, qui s'appelait initialement Direction, collaboration et partenariat, qui s'appelle maintenant Bureau du patient partenaire, a les mandats principaux. Il est mandaté par la faculté de médecine de mettre en place son expertise qui est pédagogique. On a le mandat de développement du réseau. On parle beaucoup du réseau de patients partenaires, de s'assurer qu'on n'a pas uniquement des gens juxtaposés les uns aux autres, mais vraiment qu'on a un réseau de gens compétents qu'on peut amener en pédagogie à différents endroits. On est responsable aussi de s'assurer d'une certaine logistique et de la communication. Parce que, encore une fois, quand on parle avec des patients, puis quand on parle avec avec une faculté de médecine, des fois, on utilise les mêmes mots pour dire différentes choses. Donc, il y a une façon de communiquer avec un réseau de patients partenaires, puis il y a une façon de communiquer avec une faculté de médecine pour s'assurer qu'il y a une compréhension commune de ce qu'on fait ensemble. Puis, on va parler aussi de leadership et de mettre en place des innovations pédagogiques. Juste un petit ajout encore. Pourquoi on vous parle de ça maintenant? Là, on va rentrer dans le programme de médecine de famille, mais c'est juste pour vous placer, en fait, l'implication en médecine, dans le programme de médecine de famille ne peut être compris qu'à la lumière de l'existence du bureau du patient partenaire dans notre faculté. Fait qu'on va juste vous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait, c'est quoi son rôle et qu'est-ce qu'il assure pour que vous compreniez dans quoi et comment les patients se ramassent à être dans un programme de médecine de famille. Donc, c'est juste un petit préambule avant de plonger dans le programme de résidence. En fait, le bureau du patient partenaire, évidemment, on va s'assurer de recruter les patients. Puis, il y en a plusieurs d'entre vous qui savez déjà comment on fonctionne. On recrute vraiment les patients un par un, mais on va s'assurer de soutenir le développement de leurs compétences à travers différentes activités pédagogiques qu'on va mettre en place, notamment l'Académie des patients, par exemple. Mais on va coordonner l'implication des patients, puis on va les accompagner grossièrement dans chacune de leurs implications en enseignement. Donc, on va s'assurer de soutenir ces implications-là et on va prendre ça aussi pour contribuer au rayonnement puis assurer la mission du BPP. Donc, le recrutement, c'est des gens qui nous arrivent de bouche à oreille, de différents endroits, qu'on va rencontrer individuellement et qu'on va prendre une entente commune de collaborer ensemble. Puis on va leur offrir une formation d'abord initiale sur les concepts de partenariat patient et ensuite on va les former plus spécifiquement
pour l'activité pour laquelle on va les mobiliser. L'activité, ça peut être une activité pédagogique, mais ça peut aussi être un comité de gouvernance, puis ça peut être différentes choses. Et on va s'assurer d'offrir le mentorat, le coaching et la formation nécessaire à chacune de ces implications-là. Ça peut être individuel, des fois c'est en groupe, ça dépend des implications. Euh, dans l'accompagnement pédagogique, d'abord, on va cibler les patients pertinents pour certaines activités. Toutes les activités ne conviennent pas à tous les patients, puis tous les patients ne sont pas toujours intéressés par les mêmes ou se sentent pas toujours à l'aise pour contribuer dans différentes activités pédagogiques. D'abord, on va démêler tout ça, qui est intéressé à quoi. Et ensuite, on va préparer leur réintégration, puis ça se passe des deux côtés. On va préparer la faculté, mais on va préparer les patients partenaires à se connaître et à travailler, à collaborer ensemble. Euh, Ça nous est arrivé souvent où on a besoin de clarifier les mandats puis les attentes. Puis cette clarification-là, elle n'est pas toujours présente au début. Des fois, il faut tolérer l'ambiguïté, traverser ensemble un peu de période où est-ce qu'on n'est pas certain. Quand on fait une innovation, on n'a pas toujours tous les éléments en main, on n'a pas toujours tous les résultats. Évidemment, ça va de soi. Il faut qu'on marche un peu ensemble pour clarifier le chemin qu'on est en train de faire. On va préparer la participation de chacun. On va s'assurer aussi qu'il y a toujours un espace de disponible pour que les patients puissent venir déposer leurs propres inquiétudes ou préoccupations. Puis certains ont plus d'anxiété, d'autres ont plus des questions théoriques, des assises théoriques. Donc, on s'assure d'avoir des espaces disponibles pour que les patients puissent naturellement déposer leurs questionnements et qu'on puisse tout aussi naturellement répondre à chacune des barrières qui pourraient être causées par ces questionnements-là. Alors ça, c'est vraiment le rôle d'accompagnement que le BPP fait à répétition avec l'ensemble des patients qu'on fait depuis 15 ans et qu'on continue à faire et qui contribuent euh, au fait que les patients restent avec nous, même s'ils vivent certaines ambiguïtés quant à leur implication au départ, et qu'ils restent avec nous parce qu'ils continuent d'apprendre et à évoluer dans leur propre rôle d'engagement patient. Veux-tu que je la lead? Oui, vas-y. Alors, là, on va rentrer dans le programme de médecine de famille. On a différencié, pour vous parler un peu, en fait, de cette cartographie, on a décidé de le diviser, dépendamment des contextes dans lesquels les patients vont intervenir. Donc, on l'a séparé en 4 contextes, dans les contextes d'implication structurelle, on va vous détailler un peu c'est quoi. Deuxièmement, les contextes évaluatifs. Troisièmement, les contextes d'apprentissage, mais en continuité. Et le quatrième, les apprentissages ponctuels. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par structurel, par exemple? Donc là, je vais vous parler un petit peu. Alors, structurel, c'est-à-dire dans la conception, la gouvernance un peu du programme. Alors, je vous donne des exemples. On a ce qu'on appelle chez nous le conseil pédagogique dans le programme qui va décider des grandes orientations. Comment on va former le médecin de famille de 2035? Ça, c'était la question des 5 dernières années, là. Donc, il y a eu tout un travail de réflexion, de revue de la littérature, de travail de synthèse, ils ont organisé des retraites avec les membres du programme, pardon, et ont été inclus donc sur le conseil, là, qui représente à peu près 8 à 9 membres. Un patient partenaire a été inclus. Quand c'était des grands travaux de retraite, bien là, on impliquait des patients à la hauteur du nombre un peu de cliniciens, donc pas à la hauteur, mais proportionnel. Donc à peu près, on avait 15 patients qui ont été impliqués dans les retraites de réflexion. Donc ça, c'est un exemple. Implantation de nouvelles cliniques universitaires de médecine de famille. Donc, on a bâti des nouvelles cliniques dans nos quartiers un peu défavorisés, chez nous, Hochelaga, Maisonneuve. Et des patients ont été sur les comités directeurs qui dirigeaient un peu la construction de ces nouvelles cliniques. Euh, voilà. La troisième, c'est un peu mon coup de cœur chez nous, à ma clinique. Chaque année, on accueille les résidents. Donc, leurs premières journées de résidence sont stressés, sont nerveux. Et les patients, 2 à 3 patients, sont présents pour les accueillir, souhaiter bienvenue à la clinique, en fait. Donc, on joue évidemment sur l'aspect symbolique. Donc, c'est pas les résidents qui arrivent chez eux uniquement, puis les patients viennent dans la maison des médecins. On essaie de renverser un peu en tout cas d'incarner que
Les patients aussi, ça fait partie, c'est leur maison aussi, leur maison de soins. Et ce sont les patients qui remettent les cartes d'accès aux résidents. Donc ça, c'est une activité assez simple, je dirais, qui implique pas beaucoup, mais qui est très puissante symboliquement, qui marque. On fait comme même une cérémonie de remise de médailles. En tout cas, c'est drôle et c'est touchant, tout ça à la fois. Donc, ensuite, le contexte évaluatif. Donc, on a les comités d'admission. Alors, pour rentrer dans le programme, évidemment, comme dans tous les programmes, il y a des entrevues qui sont faites. Alors, les patients vont siéger sur le comité central qui va aller décider quelles questions on pose, sur quels critères on va aller recruter nos résidents. Également, un patient qui siège sur le comité de compétences, qui est en fait un autre nom pour dire comité d'évaluation. On fonctionne avec des comités. Donc, quand un résident est évalué, c'est partout pareil. Quand il y a des difficultés ou des enjeux, ça remonte au comité central qui va évaluer le dossier pour décider est-ce que le résident doit reprendre son stage, doit avoir des mesures de soutien. Puis depuis maintenant, je pense 4-5 ans, Annie a été la première, la pionnière à être une patiente sur ce genre de comité pour représenter la perspective patient dans ces décisions-là. Et depuis ce temps-là, ça a été vraiment, en fait, on pourrait vous parler des coulisses après, là, comment ça se fait, là. Ça commence toujours un projet pilote, il y a des craintes maintenant. Fait que là, le bureau encadre beaucoup, vous allez voir, on va vous faire des suivis. Puis là, après ça, ben là, quand est-ce que, là, Annie s'en va, ben là, quand est-ce que l'autre patient va arriver? Donc, ça, ce serait un peu, on le détaille pas évidemment dans l'article, mais ça, c'est toujours intéressant à raconter. Puis, évaluatif aussi, on a fait on a co-créé avec des patients une fiche de rétroaction des patients donc les résidents voient des patients en clinique. Partout, c'est un peu pareil, hein, vous avez des sondages, vous pouvez avoir des sondages d'évaluation. Avez-vous apprécié votre médecin? Je pense que dans tous les pays, c'est présent avec différents formats. Là, on voulait faire que les patients puissent avoir une voix sur leurs soignants résidents. Mais on l'a travaillé ensemble pour que ce soit pas juste j'aime mon médecin, j'aime pas mon médecin. Donc de dépasser le stade de la satisfaction, le sondage de satisfaction pour vraiment avoir une fiche qui interpelle le partenariat, c'est-à-dire de prendre pour acquis que dans une relation, c'est pas juste le médecin qui décide, qui est responsable de la communication. C'est quelque chose qui se passe à deux. Donc, que la fiche de rétroaction puisse mettre en lumière la relation de partenariat dans la rétroaction qui serait rendue aux résidents. Voilà. Ça aussi, c'est en train d'être travaillé pour être publié, mais on pourra en reparler. Après ça, apprentissage en continuité. Je veux pas prendre trop de temps pour y aller selon les questions, mais donc, on a des ateliers d'apprentissage de la communication où il y a un médecin, un psychologue, un patient qui est toujours présent. On a une équipe de santé mentale là, je parle d'initiatives qui sont plus locales, notamment dans mon milieu. Donc, une équipe qui est responsable de suivi de santé mentale où il y a un patient qui est intégré, pas pour des enjeux de suivi nécessairement de patients, mais pour vraiment comme comment on va enseigner, avoir sa perspective sur la pédagogie de l'enseignement de la santé mentale. Et il y en a d'autres, donc des comités d'amélioration continue. Et le quatrième, ben, c'est des cours co-construits. Tu sais, la maladie pulmonaire obstructive chronique, par exemple, on peut la monter avec un patient. Ça, je ne rentrerai pas. Je suis sûre que vous avez des idées. Puis Sarah me dit qu'elle j'ai écrit ou parler. Donc, je passe la parole à Annie. Parfait. Donc, Ah oui, c'est ça, j'ai bon, tout redit ça en fait. ouais. Je me rappelle plus qu'il y avait les diapos plus détaillés. Je m'excuse. On peut les Fait passer quelques très vite. exemples que tu as déjà nommés dans la diapo précédente. Même chose pour celle-ci, je pense. Oui, c'est ça. Donc, on en a déjà parlé aussi du contexte évaluatif et l'apprentissage en continuité. Je pense qu'on a couvert, fait qu'on peut accélérer un petit peu. Bon, les conditions de succès, ben, on peut parler vraiment du rôle central que le bureau comme structure, le bureau va avoir. Puis on revient encore, c'est quoi cette structure-là? Mais ce qui permet vraiment le succès, c'est que c'est une structure qui est intégrée à la faculté de médecine, qui nous permet vraiment de revenir et de s'asseoir sur les mandats principaux du BPP, de faire les suivis nécessaires et d'agir sur les situations qui pourraient être complexes, auxquelles
on fait face, qui sont très diverses et variées quand il s'agit d'engagement patient. Je pense que je vais passer, Marie-Pierre, tout de suite aux prochaines, hein? Donc, le soutien institutionnel, le fait qu'on va dégager un budget pour rémunérer les patients, tout ça, c'est des conditions, des facteurs facilitants, mais vraiment des conditions gagnantes. Les patients qui ont une expérience de première ligne, les possibilités d'implication à plusieurs niveaux. Donc, c'est pas toujours la même chose. Et puis, les patients, le réseau de patients va apprendre aussi à doser le message selon le niveau d'implication puis selon l'audience à laquelle le discours est destiné. Et tout ça, c'est le bureau du patient partenaire qui va ajuster, qui va soutenir les patients dans l'ajustement de ce discours-là. Nous, ce qu'on a appris dans cette expérience-là, puis tu me le diras, Marie-Pierre, quand tu seras prête à intervenir, mais c'est vraiment que le partenariat, c'est une histoire qui est systémique, hein. C'est pas une juxtaposition d'électrons libres qui sont collés ensemble. C'est que les patients enrichissent vraiment la pédagogie puis la façon de réfléchir à la pédagogie. Puis la continuité va jouer un rôle essentiel dans la pérennisation de l'engagement patient. Et on revient encore avec les structures qui vont compter. On dit les structures comptent autant que les activités. C'est qu'en fait, la structure du BPP, on s'en rend de plus en plus compte avec les années que cette structure-là joue un rôle vraiment essentiel dans la stabilité puis dans la montée en compétences que les patients vont faire ou qui vont développer leur capacité à intervenir dans différents contextes de façon très, très, très ajustée. Peut-être, Annie, peux-tu juste reculer une diapo? Peut-être? Reculer, tu me demandes Oui, un défi excuse-moi. particulier? Oui, la voilà. Alors, je vais juste détailler euh, quelques points. D'abord, donc, le soutien institutionnel, c'est un grand mot, mais en fait, comme dans toute relation de soins, il y a la confiance qui est essentielle. Alors, pour un programme, quand on dit que la directrice de programme est co-autrice sur cet article, c'est pas banal. Donc, ça se construit avec le temps. Parce qu'au début, c'est ça, qui vous êtes vous? Vous venez jouer dans notre programme. Nous, on sait qu'est-ce qui se passe. Et donc, le lien de confiance avec les petits projets pilotes, avec la connaissance de l'autre, la capacité de se réajuster, ça a été essentiel et ça s'est fait sur plusieurs années. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais rajouter. Ensuite, aussi, rajouter le point sur la continuité pédagogique, dans le sens que on est toujours un peu, on a une tension entre on sollicite pour un projet un patient en disant, ah, OK, ben, on va donner l'opportunité à un nouveau patient, tu sais, on va essayer de diversifier nos patients. Donc, là, la tension de la diversité, donner la chance et varier les perspectives, versus d'avoir aussi des patients qui ont vu plusieurs activités différentes et donc ont un regard un peu méta, arrivent à prendre du recul, arrivent à faire des liens entre les différentes situations. Ça leur donne une puissance, je dirais, très importante parce qu'ils arrivent à développer même un langage, le langage commun des formateurs. Ah oui, parce que tu sais, dans un programme de médecine de famille, dans n'importe quelle chose, on développe nos vocabulaires, nos codes, on s'en rend même plus compte. J'espère qu'on en a pas trop eu dans la présentation, mais c'est possible. Alors là, les patients développent ce langage-là et là ont une crédibilité monstre et une légitimité qui vient avec ça. Donc, on dirait que nous, le point qu'on voulait dire, c'est comme, il y a quand même un équilibre, mais ne pas négliger l'aspect d'avoir des patients sur différents comités stratégiques à différents endroits et qui n'empêche pas peut-être de faire un tour de roue 2, 3 ans. Après ça, on change de patient pour que la montée en compétence de ces patients dans l'aspect plus stratégique soit mis de l'avant. Puis le dernier point par rapport à ça, c'est que les patients qui ont une expérience de première ligne. Puis ça, c'est intéressant parce que chez nous, il y a beaucoup de patients partenaires qui sont des patients qui sont très malades et qui donc ont un peu délaissé, évidemment, la première ligne. Leurs principaux soignants ne sont pas le médecin de famille, ne sont pas la réalité d'une clinique de médecine de famille. Ce sont des patients qui sont suivis beaucoup en spécialité, tout ça. Donc, on s'est vraiment quand même rendu compte de la plus-value d'avoir des patients qui avaient cette expérience de la première ligne avec la maman qui consulte au sans rendez-vous, qui va utiliser l'infirmière praticienne, etc., etc. Et ce qu'on a fait pour préparer nos patients aussi, juste mentionner, c'est que, par exemple, Annie, elle allait se joindre au comité d'évaluation
pour voir comment on juge nos résidents, ben on l'a fait venir à ma clinique observer la supervision d'un sans rendez-vous. Donc, Annie était présente le soir, le résident voyait les patients, puis Annie allait observer comment le superviseur, c'était quoi l'interaction entre le médecin de résident et le superviseur pour comprendre plus intimement, qu'est-ce que ça représente quand un résident est en difficulté? C'est pas juste que des difficultés auprès du patient, là. C'est à toutes sortes de niveaux, les difficultés. Donc, c'est pour augmenter les niveaux de compréhension de la réalité d'un résident en posture d'apprenant. Voilà, j'ai fini, excuse-moi. C'est bon. Euh, Ça, on en a parlé. Bon, les enjeux et tensions, Ouais, je peux peut-être, tu y ailles? Ouais, Oui. vas-y. Donc, on revient à ce qu'on disait au départ. Donc, évidemment, c'est tout un terrain, un champ de recherche. C'est quoi les impacts? C'est quoi les effets? Comment ça transforme les résidents ou l'institution elle-même? En quoi elle est transformée par la présence des patients? Donc, c'est toutes des questions qui valent la peine d'être explorées. La nuance, en fait, qu'on amenait dans l'article, c'était de faire attention parce que ce qu'on voyait souvent, c'est que les questions d'impact étaient utilisées pour questionner la pertinence d'avoir des patients. Mhm. Donc, mais prouve-moi ton affaire, tu sais, prouve-moi que c'est quoi la littérature dit sur la pertinence des patients. Donc, nous, on l'utilise en fait pour dire, on prend pour acquis qu'on enseigne en partenariat dans certains contextes, pas tous les contextes, mais dans certains contextes. Et si il y a des évaluations qui diraient que les étudiants n'apprécient pas ou il n'y a pas d'impact, au lieu de remettre en question la pertinence des patients partenaires, on remettrait en question le format de comme n'importe quoi, là. Tu sais, si un étudiant n'aime pas son cours de cardiologie, on va pas dire on enlève le cours de cardiologie, on va dire il y a un problème, il faut retravailler La la pédagogie. la pédagogie, exactement. Donc, c'était un point important, et à faire valoir auprès des leaders en institution, parce que c'est eux souvent qui vont avoir le pourquoi j'accepterais de payer des patients. Est-ce que vous avez des preuves d'impact, des preuves d'efficacité? Donc, c'est de remettre de l'avant des principes plutôt de valeurs institutionnelles, de responsabilité sociale, de valeurs, même de démocratie en santé, là. Tu sais, c'est une blague un peu chez nous quand on rencontre des gens. Quand la démocratie, quand on décide d'être en démocratie, on dit, bah, là, c'est quoi l'impact? Est-ce que ça va être mieux? C'est d'abord un choix de valeurs. Et donc, c'était juste pour apporter cette nuance-là parce qu'on l'observe dans beaucoup d'endroits. Cartographie, on en a parlé. C'était Oui, la c'est la conclusion. En conclusion. fait, oui, c'est notre dernière diapo qui faisait le retour sur la cartographie. Le but, c'était vraiment de donner des exemples, en fait, parce que aussi à la fin, on termine en ouvrant sur des exemples, tu sais, à Bobigny ou à Sherbrooke, chez nous aussi. L'important, c'est vraiment de le mettre aux couleurs locales, tu sais, puis d'aller voir qu'est-ce qui suscite de l'intérêt, dans quoi les gens sont motivés, tout ça. D'habitude, on commence peut-être par des plus petits projets pilotes, mais donc le but très humble, c'était vraiment juste de donner des idées, donner le goût à d'autres programmes de se lancer.